Europe 1. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Aujourd'hui, Franck Ferrand a décidé de nous emmener à la montagne. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons en effet partir pour les sommets. J'espère que vous êtes bien chaussés, bien équipés. Nous avons rendez-vous dans le massif de Chartreuse, où s'est produit au milieu du XIIIe siècle un des effondrements rocheux les plus impressionnants de l'histoire. Et c'est un historien que vous avez invité cet après-midi. Oui, Thomas Labbé, qui vient de faire paraître aux éditions, enfin il y a un petit moment maintenant, aux éditions du CNRS, un ouvrage passionnant qui s'intitule « Les catastrophes naturelles au Moyen-Âge ». Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes en novembre 1248, dans le massif de Chartreuse ou de la Chartreuse, les deux se disent. Nous sommes donc entre Grenoble et Chambéry. Au-dessus des villages, le mont Granier culmine à une hauteur de 1933 mètres. Donc 2000 mètres, ça commence déjà à être de la... bonne petite montagne. C'est de la bonne montagne. Alors la nuit est tout à fait normale, c'est une nuit comme les autres, une nuit de novembre. Les habitants du village de Granier et des paroisses alentours dorment depuis très longtemps. Vous savez qu'on est à une époque où l'on vit au rythme du soleil, bien entendu, donc vous pensez bien que les gens dorment. Le calme règne dans les chambres, dans les chaumières, dans les étables, dans les bergeries. Les jours passés, il faut le dire, il a beaucoup plu. Les précipitations ont été tellement importantes qu'elles ont gonflé les eaux souterraines dans des proportions qui ne sont pas normales. Les habitants des villages qui entourent le mont Granier ne le savent pas, ça bien entendu. Seulement, la montagne qui leur fait de l'ombre, cette montagne est traversée dans ses soubassements par des centaines de kilomètres de galeries, de ramifications qui ont été creusées, bien sûr, au fil des différentes ères par les rivières. Or, avec ces pluies abondantes, les galeries débordent, si je puis dire. Elles ne suffisent plus à contenir toute l'eau tombée. L'eau va donc s'infiltrer progressivement dans les différentes couches de la montagne. Ça fragilise une partie du mont Granier. Et désormais, on se dit que la moindre secousse sismique, si légère soit-elle, suffirait à faire effondrer un pan de la montagne. Cette nuit-là, il ne pleut pas. C'est, je vous l'ai dit, une nuit paisible, tranquille. Or, tout à coup, au beau milieu de la nuit, alors que les habitants dorment de sommeil profond, un pan entier du mont Granier se détache. Il s'effondre. Alors, on ne peut même pas imaginer le gigantesque glissement de terrain que tout cela génère. Certainement le plus grand glissement de terrain de tous ceux qu'on a connus de mémoire d'homme, en tout cas dans les Alpes. Dans l'obscurité de la nuit, des pierres dévalent par milliers la pente et... en bas, bien entendu, elles vont rencontrer les villages qui bordent la montagne. Et ces pierres, il faut imaginer qu'elles dévalent à une vitesse qu'on ne peut même pas s'imaginer. Elles emportent tout sur leur passage. C'est une coulée immense. Elle représente pas moins de 500 millions de mètres cubes de rochers. Vous imaginez ça? Non, d'ailleurs. On a, je vous l'ai dit, jamais vu de décroulement aussi gigantesque avec une violence extrême. Ces pierres par milliers, par dizaines, par centaines de milliers détruisent, anéantissent tout ce qui se passe là, tout ce qui est sur leur passage, les villages, les habitants bien sûr. La coulée était large d'1 lieue en longueur et d'1 lieue et demie en largeur, nous dit le chroniqueur dominicain Fra Salimbene. Dans la vallée, il y avait 7 paroisses qui furent toutes ensevelies. 4000 hommes ont trouvé là la mort. C'est ainsi que s'est accompli ce qui est dit dans le livre de Jacob. La montagne finira par s'écrouler, le rocher par changer de place, les pierres sont rongées par les eaux, la poussière du sol emportée par l'averse. Il faut reconnaître que la prophétie a l'air précise. De nombreux chroniqueurs de l'époque vont évoquer cette catastrophe dans leurs récits. Et cependant, en fonction des auteurs, le nombre de morts diverge. Donc, Fra Salimbene parle de 4000 morts. Mathieu Paris, un moine anglais, parle de 9000 morts. Sans compter les animaux, dit-il bien sûr. Géraud de Frachet, un chroniqueur dominicain aussi, avance le chiffre de 5000 morts. L'historien spécialiste de l'histoire médiévale Christian Guiret estime qu'il y aurait eu 1 millier de morts seulement, ce qui reste néanmoins un bilan désastreux. Un désastre, c'est sur un paysage ravagé, complètement dévasté même,
que va se lever le jour, le lendemain matin de cette terrible nuit de 1248. Les rares survivants découvrent, complètement effarés, un paysage d'apocalypse. Les maisons sont éventrées, détruites. Il y a partout des morts qui jonchent les amas de terre, de roches, d'arbres et de racines enchevêtrées. La boue, les pierres recouvrent les bourgades sur plus de 100 mètres d'épaisseur et une surface totale de plus de 30 km². C'est un chaos. C'est vraiment le chaos tel qu'on peut l'imaginer effectivement de manière biblique. Un seul lieu a été épargné, dit-on, comme par miracle, la chapelle de Myance qui est restée intacte. Elle a depuis été transformée en sanctuaire, vous l'imaginez bien. Comment le mont Granier a-t-il pu ainsi s'écrouler? A-t-il pu, de manière tellement violente, provoquer cette tragédie? C'est bien sûr la question à laquelle, dès cette époque, chacun tente de répondre. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le lever de soleil, extrait de la symphonie alpestre de Richard Strauss sur Europe 1. Restez bien avec nous, la suite de l'histoire du Mont Granier racontée par Franck Ferrand, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur du Moyen-Âge. Nous sommes en 1248 lors de la catastrophe du Mont Granier. L'effondrement d'un pan entier de cette montagne fait au moins 1 millier de victimes. Est-ce qu'il y a eu, Franck, avant que vous nous racontiez la suite de cette histoire, est-ce qu'il y a eu des glissements de terrain comparables dans l'histoire ? Oui, il y en a eu un certain nombre. Des catastrophes naturelles, il y en a eu pas mal au Moyen-Âge. Nous aurons l'occasion d'y revenir avec mon invité dans un instant. Nous parlerons d'autres types de catastrophes d'ailleurs. Pour ce qui est des éboulements comme ça, il y en a eu de terribles. Plus tard, en 1618, une immense coulée de boue en Italie, à Chiavenna, on est en Lombardie, a fait plus de 2400 morts, et ça a été une des plus importantes. 200 ans plus tard en Suisse, à Rosberg, on est en 1806, 3 villages sont engloutis, ça tue quand même 1000 personnes, de nouveau un coulée de boue et de pierre, 15 millions de mètres cubes de pierre qui s'abattent quand même sur Rosberg. Et puis toujours en Suisse, à Helm, cette fois-ci, on est 75 ans plus tard, une nouvelle catastrophe emporte les habitants de la vallée et leurs habitations, ça c'était en 1881. Mais l'une des catastrophes les plus violentes en termes de victimes est nettement plus récente puisqu'elle date de 1970. En 1970, alors là on n'est plus en Europe, on est au Pérou, à Yungay. Il y a eu une coulée de boue absolument invraisemblable qui a anéanti plus de 20 000 personnes. Donc ce sont des événements qui sont rares évidemment, mais qui ne sont pas uniques. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette catastrophe du Mont Granier, outre son importance évidemment et son caractère tellement imprévisible, elle a eu un retentissement considérable, vous savez, dans toute l'Europe, on peut dire à l'époque. C'est devenu important cette affaire du Mont Granier. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont les gens la vivent, bien entendu. Et ça nous interroge. C'était un de mes sujets d'étude, ça, autrefois. La question de l'échelle d'analyse, de l'échelle mentale. Il faut bien comprendre que lorsque vous pouvez rapporter un phénomène à une très grande échelle et de temps et géographique,
géographique, évidemment, le phénomène se relativise. À partir du moment où vous n'avez pas tellement de références et que votre horizon, si je puis dire, est borné, le phénomène prend des dimensions quasi universelles. C'est ça qui nous intéresse. Et ce que nous apprend cette affaire, au-delà de l'événement lui-même, bien sûr, c'est la façon dont les contemporains ont essayé d'y réagir. Un certain nombre de clercs sont venus dans la région pour constater les dégâts et pour trouver les raisons qui avaient provoqué ce que l'on considère être un effet de la colère divine. Pourquoi Dieu s'est-il mis en colère? C'est ça finalement la question à l'époque. Les chroniques vont recueillir un succès considérable, signé par tous ces clercs, et on ne parlera pendant longtemps de tout cela, dans une très vaste ère géographique. Le chroniqueur anglais Matthew Paris, dont je parlais, qui est donc un bénédictin né vers 1200, se rend sur place après la tragédie. Alors il mène son enquête, et pour lui c'est évident, il ne peut qu'y avoir un lien entre cet effondrement du mont Granier et un événement tout aussi spectaculaire qui était survenu quelques jours plus tôt en Angleterre, une espèce de tempête de mer, des montagnes d'eau qui s'étaient abattues sur la côte, bref, un raz-de-marée. En effet, dit-il, le jour de la lune était 4 selon la supputation du calendrier, la mer monta 3 fois en se gonflant et en s'accroissant, sans qu'on remarquât ensuite une diminution notable ou un mouvement de reflux. On croit que ce phénomène fut causé par l'action d'un vent très violent qui soufflait de la mer, mais comme il arrive souvent que le vent s'élève avec fureur et vienne de la mer, sans que pour cela la mer monte d'une manière aussi surprenante, les vieillards eux-mêmes s'émerveillèrent de cette nouveauté inouïe. Les vieillards eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui avaient la mémoire des catastrophes précédentes, s'émerveillèrent au sens immédiat, originel du terme, sont restés étonnés, devrait-on dire. Autrement dit, les vents qui ont soufflé à l'intérieur de la Terre auraient provoqué un raz-de-marée, d'où par répercussion le tremblement de terre en Savoie. Mais au-delà de cette explication, comment dirais-je, géodésique, scientifique, Matthew Paris est persuadé qu'une cause divine donc est bien à l'origine de ce double phénomène. Il estime que l'effondrement du mont Granier vient punir les Savoyards qu'il accuse d'être des usuriers, des simoniaques, donc des gens qui pratiquent la vente des biens ecclésiastiques, le trafic des reliques. Vous savez, c'était la grande affaire, cette époque, on est en 1248. Et donc, il accuse les habitants du mont Granier les voisins du mont Granier d'être à l'origine de tous ces trafics, d'être des brigands qui s'attaqueraient aux pèlerins traversant la région. La colère divine serait donc venue s'abattre sur eux pour leur amour immodéré de l'argent. Je cite de nouveau notre chroniqueur tellement lumineux. On disait en effet, à juste titre, que c'était sur les maisons de ces habitants que la sévérité de la vengeance divine avait sévi, parce qu'ils exerçaient alors avec indifférence et impudence les activités honteuses de l'usure, l'usure c'est le prêt à intérêt, tout souillé de l'ignominie de cette soif, et que, pour que l'apparence de la vertu cachât le vice, ils ne rougissaient pas de s'appeler insidieusement marchands de deniers. Ils s'inquiétaient peu de commettre des actes de simonie, ne craignaient pas de se livrer sans piété aux vols et aux rapines. Les voyageurs qui étaient de passage et qui logeaient chez eux, comme ceux qui étaient obligés de se rendre à la cour romaine, les étudiants, les marchands, ils n'oubliaient pas de les étrangler ou de les empoisonner, ignorant que plus la vengeance divine se fait attendre, plus elle s'exerce, comme on le lit avec rigueur. Ainsi l'atteste saint Grégoire le Grand qui dit « La colère divine marche à pas lents vers la vengeance, mais elle compense ce retard par sa lourdeur. » Je ne sais qui est le plus lourd, de l'éboulement lui-même ou du chroniqueur en l'occurrence. Il faut bien entendu préciser que Matthew Paris est anglais. Or, il entretient, disons-le, une véritable haine à l'égard des Savoyards dont il déteste la présence de plus en plus nombreuse à la cour d'Angleterre. En effet, en 1226, son souverain, Henri III, a épousé Éléonore de Provence. Et Éléonore de Provence, c'est la fille de Béatrice de Savoie. Vous voyez qu'il y a toujours une explication politique et curiale derrière les haines qui se manifestent. Donc cette Béatrice de Savoie, qui était la mère de la reine d'Angleterre, était elle-même fille du comte de Savoie Thomas Ier, et donc les Savoyards petit à petit étaient venus s'installer en Angleterre. Ils occupaient à la cour des postes relativement importants, et en les fustigeant comme il le fait à travers la catastrophe, bien entendu que Matthew Paris est en train de régler des comptes, ça c'est certain. Il n'est pas d'une bonne foi à toute épreuve. Alors, revenons à ce décor d'apocalypse. Les hommes, très tôt,
vont, malgré ce qui s'est passé, ça va nous interroger aussi, ils sont venus se réinstaller sur place. Alors, on se pose la question, évidemment, pourquoi revenir sur cette terre maudite ? Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez l'effondrement du Mont Granier. Nous sommes en 1248. Ce qui est impressionnant, c'est que tout un pan de la montagne s'effondre. Il y a plus de 1000 victimes et pourtant, les gens reviennent. Et oui, les gens reviennent tout simplement parce que l'endroit n'est pas un endroit isolé, à l'écart. C'est au contraire une zone profondément active, une zone qui se trouve, c'est une zone d'échange, si vous voulez, de passage pour le grand commerce qui est en train de se mettre en place à cette époque. Encore une fois, on est au milieu du XIIIe siècle, on est dans une région frontalière du Dauphiné, il y a cette grande route, la route des foires de Champagne, vous savez, qui mène jusqu'en Italie, jusque chez les Lombards, et qui passe par là, et très rapidement, le comte de Savoie se dit qu'il est indispensable de réorganiser ce territoire. Donc, en plus, n'oubliez pas la période la croissance démographique de cette période. Bref, il est nécessaire que ce territoire clé en termes d'échange, de commerce, que ce territoire clé pour les Savoies puisse renaître. Il faut faire face au nécessaire approvisionnement des populations et puis il y va bien sûr de la richesse et de la prospérité de toutes les familles qui s'appuient sur ce commerce frontalier. Donc en 1295, le comte de Savoie s'installe carrément à Chambéry. Chambéry, c'est à 6 de nos kilomètres, on disait à l'époque 1,5 lieue du Mont Granier. Et le comte de Savoie va faire de Chambéry sa capitale. Donc c'est un acte politique fort sur lequel nous allons revenir. Et très vite, on voit revenir dans cette région par ailleurs dévastée un certain nombre de personnes. Le travail nécessaire pour refaire de ces lieux d'apocalypse une zone habitable est titanesque. Il faut raser partout, piocher, casser des cailloux, déblayer. Il faut enlever tous ces troncs d'arbres qui avaient été arrachés, qui ont été charriés, qui sont là à pourrir. Il faut reconstruire, rebâtir. Bref, il faut réinventer une vie. Réinventer, devrais-je dire, une ville. Je vous l'ai dit, un seul édifice avait échappé à l'ire divine et c'était la chapelle de Miance qui donc miraculeusement avait subsisté. Pour expliquer ce miracle, un dominicain, Étienne de Bourbon, nous raconte une légende assez étrange. Selon lui, un certain Jacques Bonivard aurait intrigué auprès du pape pour obtenir l'expulsion de moines qui vivaient dans un magnifique prieuré de Granier. Il a obtenu ce qu'il voulait, le Bonivard en question, il a obtenu l'expulsion. Il aurait organisé à cette occasion une immense fête avec ses amis dans le prieuré. Et c'est pour le punir que cette nuit-là, la montagne se serait écroulée. Or, seuls les moines qui avaient été chassés ont été épargnés. Or, où avaient-ils trouvé refuge ? Dans la chapelle de la Vierge Noire, à Miance précisément, d'où le fait que la chapelle ait été épargnée. Vous voyez qu'on va très loin dans les explications, mais nous reviendrons sur tout ça dans un instant. 4 siècles plus tard, en 1615, le capucin Jacques Faudéré va bâtir une autre légende. Selon lui, lorsque la coulée de roches s'est déversée dans les alentours du Mont Granier, cette coulée se dirigeant droit vers Miance, elle s'est arrêtée net juste avant la chapelle, parce que les religieux étaient en train de prier devant la statue de la Vierge Noire. C'est donc un miracle. À cet endroit, nous dit-il, la coulée s'arrêta net sans pouvoir aller plus loin et sans faire de mal aux religieux, lesquels étaient les derniers démons qui criaient aux premiers « Passons outre, passons outre !» Et les plus proches répondaient « Nous ne pouvons pas parce que la brune ou la noire nous en empêche. » Les premiers démons, disant à ceux qui étaient derrière qu'il y avait dans cette chapelle une noire qui les empêchait de détruire la dite chapelle et de la précipiter dans l'abîme. Vous aurez bien compris que cette noire, cette brune dont parle Jacques Faudéré, c'est bien sûr la statue de Marie qui se trouve dans la chapelle et dont le visage et les mains sont colorés en noir. Elle y est toujours présente, richement vêtue, couronnée. Elle trône avec l'enfant Jésus dans la partie inférieure du sanctuaire. On peut dire qu'elle est devenue l'héroïne de la catastrophe du Mont Granier.
Alors, la lutte de la Vierge contre le diable, c'est le thème récurrent d'un grand nombre d'écrits de cette période. L'historien Jacques Berlioz écrit « Étienne de Bourbon raconte ainsi qu'un diable essaya pendant 12 ans d'emporter avec lui un seigneur auvergnat sans succès, car ce dernier s'agenouillait 7 fois par jour devant la Sainte Vierge et disait 7 fois son autre père. » Vous voyez, c'est pas très compliqué, vous le saurez. C'est en montagne et que vous voyez qu'il y a des éboulements en prévision. Du chaos de 1248 naît une nouvelle organisation, bien sûr. Tout ce glissement de terrain a laissé un paysage nouveau, évidemment, j'allais dire lunaire. Imaginez de vastes prairies qui vont s'étendre sur des dizaines de lieues au milieu des montagnes. On peut dire du contexte écologique qu'il a changé, on va y venir dans un instant. Les terres sont devenues fertiles, la culture de la vigne va même devenir propice. Et sur ces terrains, donc, on va se mettre à planter, à cultiver, et des kilomètres de vignes s'étendent aujourd'hui au pied du mont Granier. L'historien Christian Guilleret conclut, et il reprend pour cela la fameuse formule d'Albert Camus. Il faut imaginer non pas Sisyphe, mais le paysan savoyard heureux. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Thomas Labbé. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons revenir avec vous sur les circonstances, bien sûr, de cette catastrophe, mais surtout sur l'interprétation qu'on en a faite à l'époque et sur ce que cela nous apprend du mental de nos ancêtres. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand, nous sommes au cœur de l'histoire des catastrophes naturelles et plus particulièrement celle du mont Granier dans les Alpes. Côté français, c'est une montagne qui s'effondre en 1248. C'est la Savoie, bien sûr. C'est la Savoie, exactement. Et pour nous parler de ces catastrophes naturelles et de celle-ci plus précisément, vous recevez Thomas Labbé. Il est historien et il vient de publier Les catastrophes naturelles au Moyen-Âge, un bouquin qui est sorti le 9 février aux éditions du CNRS. Et je trouve votre sujet très étonnant et passionnant, Thomas Labbé, pour tout vous dire, parce que on évoque évidemment très souvent les catastrophes naturelles modernes, et j'ai eu à ce micro l'occasion très souvent, d'innombrables fois, de raconter des catastrophes du 18e, du 19e ou du 20e siècle. Mais on oublie qu'évidemment, ces phénomènes avaient lieu autrefois. L'autre jour, nous parlions de l'éruption du Vésuve et de Pompéi, etc. Donc, dans l'Antiquité, on en a aussi quelques traces. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, on se pose la question. Eh bien, vous y répondez à cette question et vous nous racontez notamment cette catastrophe du Granier qui était totalement imprévisible et qui a fait, d'après vous, combien de victimes? Alors, vous arrivez à départager les chroniqueurs et les historiens sur ce sujet? Le nombre de victimes, évidemment, on n'a pas un chiffre exact. Ça faisait pas partie des habitudes des gens de l'époque de faire des bilans non, comme voilà, maintenant on est habitué à l'avoir. On ne comptait pas à l'époque. On ne comptait pas les morts. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est même ce qui en fait l'originalité, la plus intéressante de la mentalité médiévale à ce niveau-là. C'est qu'on met pas les victimes au cœur de l'événement et au cœur des réflexions qui vont avoir lieu. Donc on n'a pas le nombre exact. Après, le plus réaliste, c'est 1000 morts. Et c'est le chiffre qui a été choisi comme le plus réaliste par rapport à la démographie tout simplement locale, puisqu'on sait que c'est sur 30 km² à peu de choses près. 5000 victimes, il ne peut pas y avoir autant de monde sur 30 km², donc 1000 victimes, ça paraît le plus raisonnable, et c'est le chroniqueur allemand donc qui avait peut-être raison. Quand vous dites qu'on ne s'occupe pas des victimes, il n'y a pas de secours, il n'y a pas d'organisation des secours. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Les blessés, par exemple, quelqu'un les prend en charge? Dans le cas du Granier, par exemple, on n'en sait rien du tout, puisque personne n'en parle. C'est quand même inouï, ça. C'est inouï, oui. Lorsqu'on parle de catastrophes naturelles ou d'ailleurs accidentelles, je pense au grand accident de Baltimore dont on a célébré le centenaire là l'autre jour, généralement, ce qui est au cœur du récit, de nos récits modernes, ce sont précisément les secours. Et c'est l'organisation du secours. À l'époque, non, pas du tout. Ça n'apparaît pas dans les textes. Pas véritablement. Ça, c'est une habitude de pensée qui apparaît plus tard, vers le XVIe siècle. Et puis, encore plus au XVIIIe siècle, quand se développe vraiment la monarchie absolue. Et puis, l'idée d'un roi, père de son peuple. Sûr, exactement. Bien sûr. C'est pour ça aussi que les catastrophes ont plus intéressé les gens qui s'intéressent au XVIIIe siècle, parce qu'on retrouve beaucoup plus de choses qui font sens pour nous. Bien sûr, ce qui n'est pas le cas pour le Moyen-Âge. Donc souvent, lorsqu'il y a des secours, c'est plutôt des secours de type privé. Il y a certains exemples pour d'autres catastrophes. Je pense par exemple aux inondations.
à Paris. On sait qu'en 1296, quand la Seine déborde et qu'elle renverse les ponts qui relient l'île de la Cité au reste de la ville, des gens ont été payés, on ne sait pas par qui, on ne sait pas vraiment comment. Oui, la nature humaine a fait son œuvre quand même. Il y a eu des gens secourables. Exactement. On avait vu la même chose, dites-vous, en Hollande en 1170, un grand raz-de-marée. Pareil, on sait que des gens sont venus en bateau et ont aidé. Voilà, ont aidé les gens qui s'étaient réfugiés sur les toits de leur maison. Mais enfin, le texte nous parle simplement de Quidam. Mais il faut dire que dans le cas d'inondation, vous donnez plusieurs exemples, notamment aussi une inondation à Tours en 1480. Au moment d'inondation, il est relativement plus facile d'apporter du secours, parce que là on a des embarcations, on peut faire monter les gens, on repêche, si je puis dire, les victimes. Dans le cas d'un éboulement de terrain avec des gens qui ont été littéralement broyés par des masses rocheuses infernales, c'est plus difficile. Certainement, oui, il y avait... Moins de survivants, probablement. Voilà, moins de survivants. Une inondation, c'est un événement relativement long, ce qui permet de s'organiser aussi un petit peu. Là, c'est tellement brusque. Les éboulements de pierre, parfois, ont été jusqu'à 150 mètres de haut. Donc, de toute façon, c'est sûr que l'événement était trop important cette fois-ci. Alors, on parle peu, je trouve, de l'éboulement du Mont Granier. On en a parlé l'autre jour. D'ailleurs, c'est ce qui nous a donné l'idée, soyons honnêtes. Mais on en a parlé parce que ça entre dans l'actualité. Mais d'une façon générale, c'est un événement qui a relativement disparu de la mémoire collective et de notre inconscient collectif. Il y a eu d'autres grandes catastrophes naturelles dont vous parlez. Ce sont plutôt des tremblements de terre dont vous parlez, celui de Bâle en 1356, celui de Naples un siècle plus tard, un autre tremblement de terre en Catalogne en 1427. Ça laisse des traces dans la chronique néanmoins. Énormément, oui. Oui, c'est énormément de chroniqueurs en parlent à travers toute l'Europe, ce qui est assez peu fréquent à cette époque-là, puisque l'information se diffuse évidemment beaucoup moins rapidement que on pourrait l'imaginer. Donc c'est une des originalités aussi d'ailleurs du Mont Granier, c'est de la retrouver, cette catastrophe, dans des écrits qui viennent d'Allemagne, même de Pologne, d'Italie, de France, d'Angleterre. C'est une des rares catastrophes qui a une dimension internationale en quelque sorte. Voilà, exactement, au niveau de la mémoire qui va être répandu comme ça. Il faut dire que l'image est frappante pour les esprits. Cette montagne qui se met en colère et ces rochers qui viennent se précipiter sur les humains, comme dans les plus anciennes mythologies. On a beaucoup d'exemples de ces récits d'éboulement dans les mythologies anciennes, que ce soit en Mésopotamie, bien entendu dans la mythologie grecque. Alors là, ça regorge. Sans doute que ça doit parler à ce que Jung aurait appelé des archétypes, c'est-à-dire qu'on a engrammé au fond de nos esprits ces images d'être écrasés par les rochers. Donc Saint-Granier de ce point de vue-là le Mont Granier de ce point de vue-là a fait école. Il a certainement fait résonance. Le choc a été. Et puis je pense qu'aussi il a bénéficié du fait que Étienne de Bourbon en a écrit la matière d'un de ses prêches et évidemment il a voyagé ensuite à travers toute l'Europe, lui ou des dominicains qui faisaient partie de son ordre, et ils ont utilisé cette catastrophe-là pour aller dans les villes prêcher comme ça se faisait beaucoup à ce moment-là. Alors évidemment, on a tout de suite essayé de comprendre ce qu'il se passait. Face à l'horreur, on cherche toujours des explications. Quelques explications concrètes, pratiques, et puis nous allons le voir, beaucoup d'explications nettement moins pratiques. Voilà un souvenir en musique, un extrait du dessin animé Blanche-Neige avec les 7 nains qui piochent dans la montagne. Et justement, la montagne, nous y sommes cet après-midi avec votre invité Franck Ferrand pour parler de l'éboulement du Mont Granier et d'autres catastrophes naturelles, notamment au Moyen-Âge. Votre invité, c'est Thomas Labbé, qui est historien. Et Jean-Luc nous dit via Facebook qu'en 1248, il n'était pas sur place. Par contre, nous dit-il, le dernier éboulement connu dans la région pour moi date du 6 mai 2016. Et pas du début de l'année 2017, pardon. Mea culpa, cher Jean-Luc. Je ne vois jamais le temps passer, moi, mais vous avez raison. Les deux derniers éboulements ont eu lieu exactement dans la nuit du 8 au 9 janvier 2016 et ensuite, effectivement, le 6 mai 2016 et non pas 2017, pardon. Beaucoup de réactions de tous ordres. On me dit notamment qu'on dit pas Miance pour la chapelle, on dit Mian, tout simplement. Et Sébastien nous dit, je prends l'émission en route, je ne sais pas si vous avez
avez déjà parlé du village de Mian, parce que moi j'y habite, et ici on dit que le village n'a pas été frappé par l'éboulement grâce à Notre-Dame de Mian. L'éboulement s'est arrêté aux portes du village. Mais oui, nous avons raconté tout ça, Sébastien. Alors si vous voulez le retrouver, il faut aller sur le replay ou prendre l'émission en podcast. Comme ça, on nous écoute en Savoie cet après-midi. Voilà, visiblement. Alors, Thomas Labbé, quelles explications a-t-on essayé dans un premier temps de donner de ce phénomène? Certains se sont penchés de façon, j'allais dire scientifique, oui, à leur manière scientifique sur la question. Tout à fait, oui, à leur manière scientifique, mais en fait, les explications d'un tel événement au XIIIe siècle peuvent aussi bien faire intervenir des éléments rationnels que des éléments théologiques sans que tout cela s'oppose. Donc, et ce chroniqueur anglais... Tout ça doit même concorder au final, c'est dans l'esprit. Concorder ou se juxtaposer, même tout simplement. L'une n'empêche pas l'autre. Et ce chroniqueur anglais, donc Mathieu Parry dont vous avez parlé, explique que la montagne est tombée à cause d'un tremblement de terre, puisqu'il imaginait que d'ailleurs il n'avait pas tout à fait tort, même s'il ne le savait pas lui, mais il n'avait pas tort là-dessus, que la montagne était creusée de cavernes. Et on expliquait à l'époque les tremblements de terre comme on imaginait que des vents souterrains circulaient dans ces cavernes, et lorsque la pression était trop forte, espèces de galeries souterraines. Dans les galeries souterraines, lorsque la pression est trop forte, la caverne éclate, et donc un tremblement de terre se produit. Cette explication la devait à qui? Elle fait partie du corpus aristotélicien? Elle fait partie, exactement. Oui. Voilà, Mathieu Parry, c'est un homme qui est très à la page de tout ce nouveau savoir qui arrive via les universitaires qui au XIIIe siècle travaillent beaucoup sur Aristote et sur sa philosophie naturelle. Grande redécouverte d'Aristote. Exactement. C'est une époque où on redécouvre de plus en plus la nature, et on cherche à expliquer de manière un peu plus précise peut-être qu'auparavant, en éliminant un petit peu du symbolisme, des choses comme ça, et on essaye d'avoir une explication rationnelle, avec des causes physiques. Et donc Mathieu Parry fait partie des gens qui sont allés assez loin et il donne une explication extrêmement cohérente d'ailleurs sur la question, ce qui ne l'empêche pas ensuite de dire, au vu de la catastrophe, au vu évidemment, c'est un moine également qui a sa mentalité théologique, de s'interroger si la catastrophe a eu des causes naturelles ou miraculeuses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'interroge sur la question. Ce n'est pas quelque chose d'évident. On ne va pas directement à l'explication théologique. On se pose quand même aussi des questions d'ordre physique, disons-le. Voilà, donc, ces vents souterrains, nous dites-vous, on parle du tonnerre qui pourrait créer des secousses, c'est ça? On évoque toutes sortes de théories. On parle même des éclipses. Qu'est-ce que l'astronomie aurait à faire dans cette histoire? Dans l'histoire du granier, elle n'a pas eu grand-chose à faire, mais disons qu'ils sont capables d'expliquer les éclipses. Les planètes, on suppose que les planètes ont une action sur les éléments dans la théorie aristotélicienne. Y compris sur les éléments minéraux, donc sur... Exactement, et les planètes attirent les exhalaisons, les humeurs de la Terre qui sont les responsables des vents souterrains qui font les tremblements de terre. Donc il y a un lien possible avec l'astrologie. Et tout ça est relié, bien entendu. C'est toute une cosmologie en fait, cette pensée d'Aristote. Les choses sont en lien les unes avec les autres. Voilà, et dans une grande cohérence. Ce sont des explications assez complexes. Qui sont dépassés évidemment, mais qui permettent de rendre compte de tous les événements, de tous les types de phénomènes naturels, ce qui fait qu'il n'y a pas de phénomènes inexpliqués pour un homme du Moyen-Âge. On pourrait imaginer qu'ils sont qu'il reste dubitatif, qu'il reste quoi devant la catastrophe? Pas du tout, en fait. Du tout. Ils ont tout ce qu'il faut pour expliquer tout ça. Et alors, dans l'arsenal des explications, évidemment, les explications d'ordre divin. Voilà. C'est quand même le cœur de la question. Où se cache Dieu derrière tout cela? C'est ça. Et la grande réflexion de ces hommes, c'est de essayer de déceler à partir de certains détails qui ne collent pas forcément avec le corpus de la philosophie naturelle, de déceler le détail qui va leur permettre de trouver la présence de Dieu. Et si on prend le cas de Mathieu Parry, il observe des tremblements de terre en Angleterre, puisqu'il est anglais, donc il en observe aussi en Angleterre, et là ça lui pose beaucoup plus de questions, puisqu'il dit que dans le sol anglais, il n'y a pas de caverne souterraine. Donc les tremblements de terre ne peuvent pas avoir lieu en Angleterre, aussi facilement qu'ils peuvent avoir lieu dans les Alpes. C'est un exemple de la petite recherche du détail
que cherchent ces hommes quand ils observent les phénomènes naturels. Donc si ça ne peut pas venir de là, ça pourrait venir directement de la colère divine À ce moment-là, on embraye sur des explications de ce type-là. Alors, qui dit colère divine dit culpabilité d'un certain nombre des habitants qui se seraient rendus coupables de péchés qu'il faut punir, en fait. C'est Sodome et Gomorrhe. C'est le modèle du déluge. C'est ça. Mm-hmm. Alors, comment va-t-on choisir les victimes, les boucs émissaires, si je puis dire ? Alors ça, pas les victimes, pardon, les coupables, parce que les victimes, elles ont déjà été choisies, oui. Ça va dépendre du contexte, du moment. Mathieu Paris va choisir les Savoyards, puisque lui, il est du côté anglais, et donc il voit les Savoyards débarquer à la cour anglaise, ce qui ne lui plaît pas. D'autres vont proposer un autre type d'explication. Donc Étienne de Bourbon, vous avez parlé, lui, il a de l'usure et de Jacques Bonivat. Et dans les différentes catastrophes que j'ai pu parcourir, en fait, on voit souvent qu'il y a un lien avec le contexte précis de l'époque. Je pense par exemple dans les régions germaniques dans les années 1350, 60, 70, on critique beaucoup la mode vestimentaire qui est en train de changer. Donc on met en rapport les tremblements de terre, les orages avec... Il fallait rester habillé comme il faut. Exactement, les pourpoints commencent à devenir trop courts pour beaucoup d'hommes d'église. C'est assez étonnant quand même. Si ce n'est pas Dieu qui est à la manœuvre, c'est peut-être aussi le diable. Il joue un rôle dans cette affaire. Il joue un rôle parmi toutes les forces qui rentrent en jeu dans le concert de l'explication du monde. Donc on suppose que l'air est rempli d'esprits qui circulent. Tout ça, ça a rapport à la théologie, évidemment. Et ces démons aériens, ou le diable lui-même, ou le malin lui-même, oui, exactement, qui est là pour nuire à l'humanité, peut déclencher des catastrophes. On sait par ailleurs qu'à chaque fois qu'il y avait de grosses catastrophes, des incendies majeurs, des inondations justement, etc., on avait tendance à brûler les sorcières dans la foulée quand même. On faisait Ça, à la fin du Moyen-Âge, oui, puisque à la fin du Moyen-Âge, on va se mettre à criminaliser tout cela, ce qui a été finalement le sorcier, parce que le sorcier fait aussi partie, au même titre que le prêtre d'ailleurs, de celui qui est capable de maîtriser ces démons aériens et donc de protéger la communauté, puisqu'il y a un bon et un mauvais usage de tout cela. Parfois même, on va chercher le curé à l'église Manu Militari parce qu'il n'a pas réussi à empêcher une tempête qui a détruit les récoltes ou des choses comme ça. On a des exemples. On a même des procès d'animaux qui ont eu lieu. On a des procès d'animaux, ça c'est une des choses les plus curieuses. On a des procès d'excommunication d'insectes énormément. Exemple, voilà. On lance l'anathème même sur les insectes. On fait une parodie de procès, c'est-à-dire qu'on va chercher, les communautés paysannes vont chercher l'official de l'évêque qui fait un procès. Nous avons tendance à nous montrer volontiers goguenards sur les explications que nos aïeux trouvaient à toutes ces calamités, en oubliant que nous-mêmes souvent ignorons énormément de choses, et qu'après tout, face à l'horreur, face au malheur indicible, il faut bien trouver une explication. Il semblerait que ce soit une nécessité psychologique. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Dans les familles, un certain nombre de catastrophes naturelles sont comme des repères. Restent en mémoire et se transmettent de génération en génération. En génération, on a connu ça encore peut-être davantage dans les temps médiévaux. Thomas Labbé. Oui, la mémoire des catastrophes fait partie du mode de pensée aussi. Souvent, après des grandes inondations... On pourrait dater les choses en fonction des catastrophes. C'était à l'époque de telle catastrophe. Ça peut arriver, oui. Il y a des exemples comme ça, même dans des registres notariés en Italie. Il y a eu un gros tremblement de terre en janvier 1117 et des gens qui achètent une parcelle en 1147 disent qu'ils sont nés avant le tremblement de terre. Donc ça permet qu'ils ont plus de 30 ans déjà. Voilà, ça permet de connaître leur âge. S'ils ne connaissent pas leur date de naissance exacte, ils connaissent au moins la date du tremblement. En fait, ce sont des accros dans le temps et qui permettent de se rappeler les choses par définition même. Alors si c'est la colère divine ou
l'action du diable qui provoque les catastrophes naturelles, on doit pouvoir normalement s'en prémunir. Est-ce qu'il y a à cette époque un certain nombre de pratiques à observer pour éviter que la colère du ciel ne vous tombe dessus? Bien sûr, il y en a beaucoup. La première qui vient à l'esprit, ce sont les processions, qui sont pas aussi fréquentes qu'on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des processions après chaque phénomène naturel, mais lorsque le phénomène dépasse un certain seuil, c'est le cas du Granier, c'est le cas du tremblement de terre de Naples en 1456. Là, on trouve des processions en ville qui peuvent durer plusieurs jours. Ce sont des véritables explosions, d'ailleurs, des religions à ce moment-là, où on a des récits, des gens qui sont pieds nus, enfin, qui marchent en toute humilité pour essayer... Qui font pénitence, exactement, pour faire stopper la catastrophe. Il y a des gris-gris pour se protéger des mauvais esprits? Il y a aussi tout un arsenal, oui, dans ce qu'on appelle la religion domestique. Alors, bon, les gens, par exemple, avaient des pendentifs dans lesquels ils inséraient des phylactères avec des prières, ou dans lesquels ils inséraient des herbes qu'on pensait... Des phylactères, c'est-à-dire des petites, comme des étiquettes, si l'on veut. Voilà, des petits parchemins pliés en... pliés, voilà, et ou alors on imaginait que certaines pierres avaient une vertu pour préserver des orages et du tonnerre, par exemple. Alors, quand je dis certaines pierres, je vais vous parler du corail qui n'est pas une pierre, mais à l'époque on pensait que c'était un minéral. Et le corail était très connu pour avoir cette vertu à ce moment-là. Ou alors on sait qu'en Italie du Nord, à la fin du XVe siècle, on pendait un charbon sur un des murs de la maison, un charbon qui avait été béni le jour de Noël, et que ce charbon permettait d'éviter la grêle. Ce sont évidemment des moyens un peu dérisoires pour lutter contre l'adversité absolue, mais en même temps, c'est d'autant plus touchant et même d'autant plus poignant, voir comment on essaie de se protéger comme on peut face à ce qui de toute façon vous dépasse complètement. La montagne, d'une façon générale, était considérée à l'époque comme un lieu dangereux, il faut dire ça. Tout à fait, oui, on faisait pas trop d'alpinisme à ce moment-là. L'alpinisme, c'est le XVIIIe siècle, même fin XVIIIe en fait. Voilà, et une des montagnes célèbres pour avoir un sommet un petit peu maudit, c'est le mont Canigou. Le lac au-dessus du mont Canigou, les légendes racontent que si l'on versait une goutte d'eau ou quelque chose à l'intérieur, on pouvait déclencher des tempêtes absolument gigantesques, donc on évitait d'aller dans ces endroits-là qui étaient plutôt réservés aux malins. Merci Thomas Labbé. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions du CNRS, Les catastrophes naturelles au Moyen-Âge.